Partez à la rencontre de votre puissance, de votre conscience. L'évolution mondiale actuelle nous pousse à revoir nos façons de vivre, de penser, de relationner, de cohabiter les uns avec les autres, de se réaliser soi-même. J'ai cœur à partager ce mode de vie avec vous. La conscience et la santé sont accessibles à tous aujourd'hui. Conscience collective, conscience spirituelle, santé physique, santé mentale. Je suis Armelle Bontemps, autrice française, coach et mentor spirituel, accompagnante, maman. Ex-journaliste, j'ai travaillé pour de nombreux médias en France et en Australie. Je vous accompagne depuis des années pour réveiller votre conscience et aller vers plus de sens. Shift You, c'est pour les visionnaires, les chercheurs de sens, les amoureux de la vie, les curieux, les passionnés. Je suis heureuse de vous proposer tous ces épisodes et ces merveilleuses rencontres. C'est déjà plus de 60 épisodes et des milliers d'écoutes sur toutes les plateformes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux Mel de Bontemps ou m'écrire directement via mon site web meldebontemps.com. Bonne écoute. Et voilà, on est en enregistrement. Bonjour Géraldine, bienvenue sur ce podcast. Ça fait un moment qu'on échange et qu'on avait l'intention de se retrouver. Et enfin, nous voilà toutes les deux. Alors, je vais essayer de te présenter en quelques mots et tu pourras le faire de manière beaucoup plus détaillée. Toi, Géraldine, tu es sophrologue, formatrice, coach et tu interviens beaucoup en entreprise. Ça a été vraiment ton focus principal ces dernières années et c'est ce dans quoi tu t'épanouis aujourd'hui. On va en parler parce que je pense que ça fait aussi du bien d'avoir un retour de personnes qui s'épanouissent dans son travail, qui se sent, comme tu me disais tout à l'heure avant qu'on se retrouve, en pleine expansion, dans un monde où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont à leur compte, qui ont une entreprise, qui ont un business ou qui travaillent aussi dans les milieux du coaching, de l'accompagnement, sont peut-être en perte de sens, en perte de vitesse ou dans la sensation que les choses stagnent. C'est en tout cas le constat que je fais avec beaucoup de personnes autour de moi, dans ma communauté, mes réseaux, etc., ou des personnes qui me disent qu'elles sont un carrefour important de vie. Et je sais que tu accompagnes aussi des gens qui sont dans des questionnements assez profonds là-dessus. Donc ça va être génial de pouvoir en parler avec toi. Bienvenue encore. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Armelle. Je suis vraiment très honorée, et tu le sais, de ta proposition. C'est vrai que ça nous a pris un petit peu de temps, quoique c'est très subjectif. Ça tombe bien parce que je pense que pour nous deux, le moment est toujours parfait. Et ben, c'est très bien que ça ait lieu aujourd'hui pour ma part. Merci pour ta présentation. Avec grand plaisir. Avant qu'on aille un petit peu plus dans différents sujets, on va se laisser porter. On a aussi un axe pour ce podcast qu'on avait décidé ensemble, qui est très intéressant. Et je pense qu'à partir de cet axe, on va pouvoir aller de manière vraiment arborescente dans tout ce qui peut être lié à ce grand thème. On avait prévu de parler de l'intelligence du corps et de comment finalement suivre cette intelligence du corps qui nous anime à différents niveaux, peut-être de voir cette intelligence d'un point de vue un petit peu plus lié au travail justement, ou lié aux problématiques ou aux grands questionnements de chaque personne. Comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette intelligence qui nous anime pour aussi aller vers les bonnes choses pour nous, suivre le flow, suivre son flow intérieur, son instinct, c'est peu importe les mots qu'on mettra derrière. Tu vas nous parler un petit peu plus en profondeur peut-être de toi, aussi la façon dont tu coaches les gens par rapport à des grands questionnements et quelle est la place du corps dans ton coaching. Et c'est un thème qui va être suffisamment vaste pour qu'on puisse aborder beaucoup de choses. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce que tu fais au niveau de ton travail? Et ensuite, de toute façon, forcément, on va avoir ce filigrane pendant tout l'échange entre nous. Tu m'as très bien présenté, c'est ça, je suis sophrologue, aussi formatrice, principalement en entreprise, sur la qualité de vie au travail. J'accompagne aussi des professionnels de l'accompagnement, en ce moment particulièrement des éducateurs. Ça a été aussi mon métier de cœur il y a quelques années et pendant de longues années. Voilà. Ok, super. Écoute, la question que j'ai envie de te poser justement par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, c'est
est-ce que tu as toujours eu cette fibre? Comment est venu finalement ce pôle dans ta vie? Comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Est-ce qu'il y a des moments forts? Parce que c'est toujours intéressant de venir au parcours de chacun et peut-être aux temps forts qui ont pu nous diriger vers telle ou telle chose. Est-ce qu'il y a des temps forts dans ta vie et comment tu en es arrivé ici? Alors oui, il y en a eu quelques-uns. Alors j'ai l'impression que cet engagement vers le fait d'être conscient, de vivre vraiment dans mon naturel, je l'ai eu depuis toute jeune. Néanmoins, j'ai développé une personnalité assez stressée. Même quand j'étais travailleuse sociale, quand j'étais éducatrice, ben, j'avais besoin de faire de la sophrologie, j'avais vraiment besoin de revenir à des états de calme, etc. Et c'est vrai que par ce chemin-là, donc après j'ai beaucoup pratiqué, je me suis formée à la sophrologie. Ça a vraiment été un moment fort parce que tout ce que j'ai pu vivre auparavant, où j'avais cet idéal de vivre en conscience, de manière la plus naturelle possible, d'écouter cette nature, cette intelligence du corps, eh bien, j'avais une discipline qui me disait, mais tu n'es pas un bisounours, c'est bien comme ça que ça marche, et tu peux aller sur cette autoroute. Donc, à la fois, j'ai l'impression que des événements dans ma vie m'ont transformée, parce que réellement, aujourd'hui, j'ai plus cette nature anxieuse, dépassée par le stress, etc. Et pourtant, j'avais quand même depuis très longtemps cette nature de vouloir vivre en pleine santé et au fur et à mesure d'améliorer mon quotidien. Et par rapport au moment fort, donc il y a eu cette formation à la sophrologie il y a une douzaine d'années. Et puis aussi à l'âge de 33 ans, donc ça fait maintenant un petit moment, j'en ai 49, j'ai été opérée du cœur. Alors ça a Wow. été vraiment magnifique parce que j'ai pas eu besoin d'être ouverte, comme on dit, ça a été par voie veineuse. Mais c'est vrai que ça aussi, ça a été une expérience vraiment marquante pour moi. Ça faisait déjà quelques années que je travaillais bien mon hygiène de vie. Alors c'était congénital ce que j'avais, une malformation cardiaque en fait. Et puis l'opération a été purement mécanique, tout s'est très bien passé. Mais ça m'a vraiment aussi encore plus montré à quel point la vie est magnifique et notre corps est intelligent. Quand je dis magnifique, alors il va y avoir plein de synonymes, plein de termes qui flirtent les uns avec les autres. C'est dans le sens où elle est très belle, très précieuse et elle est très intelligente. J'ai une émotion en le disant, ça doit s'entendre à ma voix. Elle porte Ouais. en elle vraiment euh, toute l'intelligence fine vers laquelle nous, on pourrait après élaborer d'autres choses. Donc c'est vrai que ces deux moments-là font la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis très heureuse de pouvoir partager ça, en fait, tout ce que moi j'ai pu apprendre et en même temps désapprendre. Je pense que ça te parle parce que finalement, au mieux j'ai compris ce qui va fonctionner dans notre corps, notamment grâce aux neurosciences. J'en ai eu quand même besoin. Ça m'a donné une forme de légitimité quand je parlais de ce qui se passe quand on fait de la sophrologie, bien que ça se ressent, mais au moins les neurosciences donnent une explication sur ce qu'on ressent. Pour le coup, en fait, avec tout ça, j'ai beaucoup désappris de ce que la société m'avait appris et d'aller sur cette voie, même sur des interventions très courtes en entreprise, ça peut être parfois une demi-heure. Ben, je dégage à fond ce message, que ce soit pour faire une méditation, une respiration ou pour parler du sommeil. Enfin, il y a vraiment plein de thèmes différents et je sens que les gens sont très réceptifs et repartent redressés, souriants. Donc voilà, ça m'épanouit complètement de pouvoir transmettre tout ça. Super, c'est un parcours très fort, très puissant et on se rend bien compte, tu vois, même au travers de ce témoignage que tu fais, qu'il y a vraiment des temps forts de nos vies qui nous permettent des déclics importants. Je veux dire, une opération comme la tienne, c'est pas rien pour le corps, justement. On parle de corps aussi aujourd'hui. Et c'est fou parce que tu dis que ça s'est passé, tu avais 33 ans. Oui. 33 ans, il y a vraiment aussi toute cette symbolique extrêmement puissante dans notre psyché latine. Euh, et il y a vraiment, tu vois, j'ai l'impression d'avoir aussi rencontré beaucoup de personnes qui, à cet âge précis, vivaient des grands moments de déclic de vie, des parcours plus ou moins difficiles, des accidents, des éveils très puissants et souvent des grands moments de changements radicaux de vie. Donc c'est assez fou que tu parles de cet âge particulièrement. Et en plus, j'imagine que toute la symbolique de se faire ouvrir le cœur, même si c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais
en tout cas, comme tu l'as vécu, il y a quelque chose qui demandait à être puissamment vu Oui. de l'intérieur pour que tu puisses peut-être y reconnecter. Tout ça reste symbolique parce que, bien sûr, nos émotions sont pas logées dans le cœur à proprement parler, mais en tout cas, nous permettent d'accéder à ce monde émotionnel, de l'intelligence dont tu parles, de la vie que j'aime beaucoup. Où, effectivement, la vie est très intelligente. Dieu, la vie, la source, telle qu'on pourrait chacun mettre un mot qui nous convient mieux, a effectivement fait ses preuves plus d'une fois sur son intelligence et je pense on a tout intérêt à suivre cette intelligence justement comme ce qui t'est arrivé, d'avoir suivi, ok, cet appel, il se passe telle chose dans ma vie, je m'écoute, j'écoute et quelque chose de nouveau arrive pour moi. Ça devait être une période assez bouleversante aussi. Oui, complètement. C'est vrai que cette année-là, c'est certainement pas pour rien, comme tu le dis, hein. Moi, je me retrouve dans ces questions de symboles et le symbole du cœur. Si des personnes nous écoutent et qu'elles sont dans l'attente d'une opération ou de quelque chose qui peut fortement les chambouler, comme j'ai pu être chamboulée, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à cette époque, alors c'était il y a longtemps, on était en 2008. Toi qui es journaliste, tu connais forcément Patrick Poivre d'Arvor. Cet été-là, en fait, quand j'étais après mon diagnostic et dans l'attente d'une opération, en fait, il s'est fait virer, clairement. Et un soir, il a animé pour la dernière fois son journal télévisé. Et en fait, il a dit, je suis en train de traverser quelque chose que je n'ai pas décidé et je choisis de le prendre pour une opportunité, de faire de ces circonstances une opportunité. Et à ce moment-là, j'étais vraiment prête à recevoir cette phrase. Donc c'est pour ça, je la dis souvent quand j'anime des ateliers ou autres, parce qu'au bon moment, elle peut vraiment nous aider. Je l'ai choisie à ce moment-là en me disant, OK, là, il y a une opportunité. Et effectivement, parce qu'en plus, sur le point de vue physique, j'ai vraiment eu la chance d'être beaucoup plus en forme après mon opération qu'avant. Mais en fait, je me sentais pas en forme parce que je ne savais pas que j'étais fatiguée. Je pensais que tout le monde était comme ça. Donc, tu vois, même sur le plan physiologique, ça a été une réelle opportunité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ensuite, tu vois, par rapport à des cursus de coach ou de formateur, moi, c'est vrai que j'ai expérimenté le fait, par exemple, que relativiser, ça aide énormément. Et que naturellement, quand il t'arrive quelque chose comme ça, ce que tu vas faire, c'est te dire, au bout de quelques jours, une fois que tu es un peu moins secoué, ah ben tiens, peut-être que si j'étais dans un autre pays, là maintenant, j'aurais un gros problème de financement en plus de m'inquiéter. Tu vois? Donc, hop, si je change de lieu, ça m'apaise. Et puis dans le temps, ah ben peut-être que si on m'avait découvert ça à la naissance, ce qui aurait pu être possible, alors ça aurait été plus lourd, ils étaient moins bons à l'époque. Et là, on relativise aussi par rapport au temps. Le temps, l'espace. Et c'est vrai que cette expérience de vie, donc là, c'est vraiment des toutes petites choses que ça a pu m'enseigner. Je pense que au niveau de mon être profond, ça m'a enseigné bien plus et bien plus grand. Mais voilà, je tenais à le partager parce que c'est vrai que ça peut vraiment, si c'est entendu au bon moment, euh, permettre de prendre les choses différemment. Complètement. C'est super ce que tu rappelles. Si je peux me permettre d'en parler, toi Géraldine, tu fais aussi partie d'un de mes espaces qui s'appelle le Vortex depuis un certain nombre de mois. J'en parle justement parce que tu parles de cette élasticité du temps et de l'espace et tu sais à quel point ça me tient à cœur aussi dans ces sujets de prédilection au départ du quantique et aussi dans cette explosion finalement des codes et de la vision qu'on pourrait avoir de notre environnement, de nous-mêmes et de finalement notre place. Si on enlève tout ça, est-ce qu'on n'est pas finalement juste au-delà du temps, de l'espace et de toutes les boîtes dans lesquelles on essaye de s'enfermer? Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces exemples que tu prends pour relativiser parce que tu te rends compte à quel point cette intelligence circule dans tout. Elle est littéralement tout d'ailleurs parce que de ce point de vue de conscience, pour moi aujourd'hui, il n'existe que l'intelligence et l'ignorance de celle-ci. Tu vois, Oui. c'est vraiment un choix qu'on peut faire. Est-ce que je porte mon attention sur une illusion ou est-ce que je porte mon attention sur ce qui est véritable? Cette intelligence, elle est littéralement ce qui nous compose, ce que nous sommes. Donc nous sommes cette intelligence, notre corps fait partie intégrante de cette intelligence. Et c'est vrai que c'est beau de le rappeler parce que tout arrive au bon moment, au bon endroit. Et justement, où tu prends cet exemple de ça n'est pas arrivé dans un autre pays, ça n'est pas arrivé quand j'étais bébé, parce que c'est le bon moment, c'est le bon endroit ici pour moi de vivre cette expérience dans les meilleures conditions. C'est exactement ça.
c'est comme ça que je l'ai vécu et ça m'a aussi appris que finalement, dans une forme d'adversité, ce sont les bonnes idées qui nous viennent, c'est le bon chemin qui nous apparaît. Alors, j'aime pas, il n'y a pas de bon, de mauvais, mais disons que c'est le chemin qui va le mieux m'aider, qui apparaît à ce moment-là. J'ai pas cherché dans un bouquin, alors bien que j'adore lire, et c'est comme ça que je t'ai connue en lisant ton livre, mais c'est pas c'est- finalement, quand on est au pied du mur, ben, c'est venu de manière naturelle, intelligente. C'était avant que je sois sophrologue. J'ai aussi le souvenir, à un moment où il fallait faire un scanner avant d'être opéré, de m'être toute seule, imaginée sur la plage, à sentir les rayons du soleil, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement. J'étais pas du tout initiée à tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'après, quand j'ai trouvé cette voie-là avec une méthode, des explications au niveau des neurosciences et tout, je me suis dit, mais quelle intelligence on porte au cœur de nous-mêmes, parce que tout ça se met en place et pour nous préserver au mieux, pour qu'on tienne le coup. Et c'est cette intelligence-là, oui, moi que j'ai rencontré un peu à ce moment-là. Tout à fait. Ouais, je comprends tout à fait. Comment toi, aujourd'hui, tu accompagnes les personnes que tu accompagnes avec ce regard sur ce que tu as vécu, cette intelligence de la vie, du corps qui te porte? Comment tu qualifierais ton approche? Ou finalement, est-ce que tu as des outils qui te permettent d'accompagner les gens à mieux s'identifier ou se désidentifier plutôt à ce qui se passe dans leur vie? Alors, c'est très très large. Ce que je peux te dire de concret, c'est que au niveau des accompagnements individuels, je commence tout le temps avec un engagement de la personne à faire chaque soir une petite pensée. L'écrire, c'est mieux, hein, mais si elle est vraiment pas dans l'écriture, de le penser. 3 moments qui ont été très agréables dans sa journée. C'est pas positif, c'est pas l'inverse de négatif, c'est juste agréable. Première gorgée de café, si on aime le café, le bisou de mon enfant, l'air sur ma peau quand j'ai commencé à plus mettre de veste, enfin, bref. Donc vraiment, la pratique de la gratitude, moi, c'est vraiment quelque chose, une discipline qui est complètement intégrée chez moi et c'est même une condition pour que je puisse faire un accompagnement. Quand je suis en entreprise, ben, je distille aussi un petit peu tout ça à chaque occasion. L'importance, bien sûr, de l'état d'esprit et je passe aussi toujours par la case croyance. Donc, même si en tant que sophrologue, je m'appuie sur des respirations, une méthode, ben, c'est vrai que je briefe d'abord sur l'importance de reconnaître ce processus de croyance. Toutes nos actions sont dirigées par nos croyances. Et à partir de là, ce qui est génial, c'est qu'on a le choix de pouvoir garder ou pas celles qui ont pu nous aider, celles qui commencent à nous desservir. Je dirais aussi la bienveillance. Alors, ça peut paraître un petit peu bateau de dire, moi, mon outil principal, c'est la bienveillance. Et pourtant, la bienveillance, pour ne pas dire le mot tabou de l'amour, l'amour qu'on se porte, l'amour qu'on porte aux autres, ça, c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel je m'appuie. Après, il y a toutes mes techniques de sophrologue. Alors, rapidement, on est sur des techniques de respiration, de contraction des muscles et de relâchement, et aussi de visualisation. Je préfère le terme imagination fine, précise, que visualisation. C'est vraiment suite au retour de pas mal de femmes que j'ai accompagnées qui étaient un petit peu déstabilisées en disant visualiser, ce serait comme quelque chose qui me viendrait sur moi et puis ça vient pas. Alors que imaginer, on peut aller vers. Donc voilà, au niveau de la sophrologie. Et comme chaque sophrologue accompagne aussi en fonction de qui il est, c'est vrai que c'est vraiment parsemé de cette notion. Quel est votre état d'esprit, votre hygiène, mais tout va ensemble. Alors, j'espère que ça donne pas l'impression aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent de se dire oh, quelle longue liste, ça fait beaucoup d'injonctions. Au contraire, ce qui est formidable dans le fait que tout marche ensemble, c'est qu'il suffit de remettre en question ou de s'ouvrir à changer une petite habitude pour qu'elle ait une répercussion sur tout le reste. Moi, par exemple, quand j'interviens sur le sommeil en entreprise, en fait, on regarde à la loupe un peu avec une jumelle le sommeil, mais finalement, pour bien dormir, il faut prendre le soleil, il faut aussi bien s'alimenter, il faut bien s'hydrater. Mais tout ça, ça va aussi faire qu'on va être de meilleure humeur. Tout est lié. Et s'il y a une nouvelle chose qui est bonne pour moi dans le sens de ma santé, c'est-à-dire mon état plein de bien-être, et ben forcément, ça va aller impacter les autres
concrètement, je sais pas si tu as remarqué, dès qu'on se remet à bouger dans notre vie, à faire du sport, juste bouger, ben naturellement, on va se diriger vers des aliments qui vont être meilleurs pour notre santé. Ouais. Et ça aussi, je trouve que c'est cette intelligence fine de la santé, de la vie, de la source qu'on porte en nous, parce que il suffit d'aller vers ce qui est meilleur pour que tout se mette en place. Donc, même si j'ai beaucoup d'outils, finalement, tout se rejoint et en activant quelques-uns, déjà, on change la donne. Ouais, complètement. Qu'est-ce que toi tu observes actuellement dans le monde de l'entreprise en France? Qu'est-ce qui en ressort? Comment est-ce que tu sens le milieu de l'entreprise actuellement? Est-ce que tu vois des bouleversements, des grands changements? Quel est ton regard sur le milieu justement de l'entreprise actuellement? Alors, mon regard ne peut pas ignorer ce que les dirigeants me disent et puis même aussi ce que je peux lire, même si je fais toujours attention à mes sources. Il y a un mal-être en France qui a été exponentiel suite au Covid. Mais avant le Covid, il était déjà très grand. Donc ça, c'est une réalité qui fait, je pense, que la qualité de vie au travail s'est de plus en plus développée. Il y a quand même quelque chose. Il faut des forces vives pour une entreprise fonctionne. Et quand vos forces vives vous échappent, alors soit par le fait générationnel, j'en reviendrai tout à l'heure, parce que je suis vraiment très optimiste par rapport à la suite, soit par un vrai mal-être et le fait que les gens tombent comme des mouches par des arrêts maladie, bah du coup, la qualité de vie au travail et le fait que des personnes comme moi, des consoeurs qui sont profs de yoga, des personnes qui viennent, qui sont payées pour faire rire dans les entreprises. Moi, j'ai vu ça et je pensais que, vraiment, hein, je pensais que dans ma vie, je ne verrais pas ça. Pourtant, j'y crois depuis longtemps. Des siestes flash qu'on va apprendre à des personnes en entreprise, tout ça, c'est vraiment en train de grandir sur un contexte qui est quand même extrêmement douloureux. Le travail est difficile pour la plupart des Français en entreprise. Après, là où moi je reste vraiment bien optimiste, c'est que, ben, comme je te le disais, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Euh, je m'appuie sur un exemple quand, par exemple, parce que j'interviens aussi sur des questions d'inclusion, avec un peu la casquette d'ancienne éducatrice, quand je parle du handicap, je suis toujours frappée par des jeunes gens qui me regardent et pour qui c'est tellement naturel tout ce que je vais leur dire, qu'ils comprennent même pas que ce soit un sujet parce Mm. que ils vivent l'inclusion, ils ne conçoivent que ça, et même cette barrière entre eux, alors parce qu'on s'interroge beaucoup, le mot valide ou le mot ordinaire finalement pour les personnes qui seraient pas en situation de handicap. Du coup, est-ce qu'on dit personne en situation de handicap? Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on questionne ensemble, et je suis toujours agréablement surprise de réactions où on me dit mais en vrai, il n'y a pas besoin de tout ça. Et quels que soient les milieux, hein, je suis souvent avec des cadres, avec des jeunes qui sont très diplômés ou peu diplômés. Dans leurs équipes, il y a des gens de tout âge. Donc, je ne sais pas si je réponds Ouais. clairement à ta question, mais j'ai beaucoup d'optimisme et je vois des grands bouleversements qui vraiment sont intéressants. Une ouverture des consciences. Après, je reste consciente que notre manière aussi d'arriver avec nos messages font qui sont accueillis ou non, mais j'ai toujours la bonne surprise de voir que c'est très bien accueilli. Ouais. C'est très intéressant ce que tu soulèves et ce que tu partages, parce que tu vois, on avait une discussion ici très similaire hier à la maison. Et tu vois, c'était pas nécessairement sur le handicap physique, mais c'était plutôt sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec toutes ces thématiques d'inclusion, tu vois, où finalement c'est créer des problèmes là où il y en avait peut-être pas vraiment aussi. C'est des sujets qui, pour certains, étaient absolument naturels depuis toujours et qui ne méritaient peut-être pas de se poser autant de questions, mais juste de voir que c'était déjà accepté et qu'on cohabitait les uns avec les autres de manière pacifique aussi, pas toujours, bien sûr, parce que les époques, à différents moments de l'histoire de l'humanité, ont été teintées par tout un tas de révoltes, de déconstruction, de désaccords, etc. Bien sûr, l'histoire de notre humanité, elle est aussi ça. Mais malgré tout, ce que tu dis, c'est que finalement, dans les générations aussi assez jeunes, il y avait déjà cette intégration de l'inclusion.
Et ça nécessitait peut-être pas d'en faire un sujet aussi énorme aujourd'hui parce que c'était déjà quelque chose qu'on pouvait porter dans notre cœur en tant qu'être humain bien constitué, qui est dans cet accueil, dans cette bienveillance, dans cet amour, dans cette empathie pour l'autre. Et finalement, c'est devenu des sujets qui ont été récupérés politiquement et qu'on retrouve maintenant comme toi, qui travaille en entreprise avec justement ces réflexions-là. Et tu vois, je me faisais justement cette réflexion hier en me disant, peut-être qu'il y a des choses qui sont devenues aussi trop politisées et trop, tu sais, récupérées aussi par des milieux professionnels, sociaux, gouvernementaux, etc. Alors qu'il y a des choses qui appartiennent au privé et qui finalement sont déjà pacifiés en nous. Pas toujours, mais en tout cas, on peut se poser la question de savoir si tous ces sujets dont on parle aujourd'hui, parce que tu parlais du handicap, mais tu vois, là, c'est moi qui propose des pistes de réflexion, et c'est pas des choses dont on a forcément parlé ou qui sont le but de notre podcast, mais c'est valable pour tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, pour l'homosexualité, pour différentes questions personnelles et identitaires. Finalement, est-ce que c'est des choses qu'on doit, tu sais, qu'on doit redonner à une autorité extérieure, à un État, à un gouvernement, à une politique? Et est-ce que c'est pas tout simplement des choses qu'on vit personnellement, tout comme la foi, la religion, les croyances? C'est des choses qui peuvent aussi être très personnelles. Bon, aujourd'hui, on est dans une telle explosion que tout devient public. Oui. Et peut-être que c'est nécessaire. C'est pas peut-être, je suis assez convaincue que c'est nécessaire pour que tout explose, tout soit vu, pour qu'on puisse faire le tri dans ce qu'on veut garder dans notre conscience. Je sais pas ce que tu en penses. Et, et voilà, et c'est visible, tu vois, c'est visible dans notre société et ça fait ressortir, bah, comme tu le dis, oui, des conditions en entreprise qui sont encore plus difficiles qu'avant, mais on les voit, on en prend conscience. Est-ce que c'est des choses qui te parlent, ça aussi? Ah ben oui, ça me parle absolument. Vraiment, alors comment moi je l'interprète, c'est que peut-être que ça appartient au public et nécessaire sur une phase de transition. Qui va être peut-être nécessaire, qui est nécessaire dans cette société. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à être éducatrice, on ne voyait pas dans ma ville, donc qui est Marseille, qui est une grande ville en France, on ne voyait pas de personnes en situation de handicap. Mes collègues et moi et tous les éducateurs, les personnes, on était enfermés dans nos institutions. Hier, j'ai pris un café au Café Joyeux de Marseille, qui a ouvert il y a pas longtemps, avec une amie à moi aussi éducatrice, et on se disait, mais tu vois, on vit quelque chose qu'on a rêvé. Et je suis même, alors ça m'embête de dire que je suis étonnée parce que pour moi c'est ce qui est normal. Mais maintenant c'est incarné, c'est là et quel plaisir. Et ce que tu dis me parle très très fort parce que tu vois quand je vais parler d'inclusion au niveau du handicap par exemple, bien sûr on aborde la question des bonnes pratiques. Mais ce qui est super c'est que on va parler de bonnes pratiques pour tout de suite se dire, je leur dis que là en fait tout ça c'est nul. On laisse tomber, on le met à côté. C'est bien de l'avoir entendu une fois, effectivement, que quand quelqu'un est dans un fauteuil, ben, pour lui parler, je me mets à sa hauteur au niveau des yeux, ok. Mais le plus important, c'est vraiment d'être naturel et avec notre naturel. Et là, c'est vraiment la démonstration que notre naturel est intelligent. Dans le sens où, dans la mesure où je suis face à une personne qui porte sa différence depuis longtemps, qui peut sentir ce regard de surprise, peut-être de peur, d'inconnu de ma part, la meilleure des choses à faire, le chemin le plus court, ça va être d'être ouverte et d'être naturelle. Parce que tout peut se dire. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait très plaisir parce que les premières fois, quand j'ai fait ça, je me disais, attention, ça passe ou ça casse. Mais en fait, ça dédramatise complètement cette question-là. Ça la rend beaucoup moins politiquement correcte et il faut pas qu'elle le soit, j'ai envie de dire. On est tous entre êtres différents et on a tous à s'enrichir les uns des autres. Ce qui est sûr, c'est que quand on est en situation de handicap, la société est encore moins adaptée à nous que ce qu'elle peut l'être pour les autres. Et à partir de là, bah, ça nous a demandé plus de résilience, etc. Néanmoins, quand on est tous ensemble, bah, l'ouverture du cœur, le fait d'être dans son naturel, le fait d'être assez confiant avec l'idée que tout peut se parler. Moi, je porte vraiment ce message et je sais qu'il n'est pas politiquement correct, mais il est très bien reçu.
parce que on peut se dire les choses. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez et que vous êtes dans des situations de questionnement par rapport à des collègues qui sont en situation de handicap ou par rapport à vous-même, mais si c'est vous-même, vous le savez, dites-vous vraiment que la plus grande souffrance quand on en parle avec les personnes concernées, c'est quand les gens manquent de naturel, quand les gens sont gênés, quand il y a quelque chose de mécanique et qu'on n'est plus dans ce qu'on porte nous. Et voilà, du coup, pour répondre à ta question, on a ça en nous, cet élan de remarquer l'autre comme différent de soi et de l'accueillir. Et c'est juste de s'ouvrir à ça. Et ça fait du bien quand on en parle entre nous, parce que là, ça délie des langues. Et puis finalement, à la fin, on se rend tous compte qu'on a besoin d'être accueillis comme on est, pour qui on est, et que cette ouverture, et finalement, une personne en situation de handicap le vit très fort. Mais est-ce que chacun de nous, on vit pas ces questions-là aussi, sur le regard parfois embarrassé des autres, et toutes ces problématiques-là? Ouais, ouais, c'est très juste. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que du coup, c'est vrai que quand on parle de nature, de naturel, on parle de cette nature absolument parfaite que nous sommes en tant qu'être humain, de cette nature autour de nous, de tout, tout est créé de manière absolument parfaite. En tout cas, quand on est dans une conception, je dirais, de foi, de connexion au vivant, de connexion à la magie de l'existence. Parce que si tu es dans une vision complètement nihiliste de la vie, je doute que tu crois à la perfection de la nature. Et ça, pour moi, c'est essentiel, tu vois. Bon, évidemment, là, on est toutes les deux sur un podcast qui parle de conscience. Donc, forcément que notre regard aussi sur ces sujets de société, il est teinté par cette vision de conscience, par ces questions existentielles, par une reconnexion à notre nature parfaite. Et je préfère croire et même savoir, parce qu'au bout d'un moment, tu connais, tu sais, il y a quelque chose, un retour à la maison. Tu sais, souvent les personnes qui reconnectent à leur foi, à leur euh, connexion au divin, parlent vraiment de retour à la maison. Moi, ça s'est passé de cette manière et c'est vraiment ce qu'on peut ressentir, même si ça va au-delà du ressenti. Et peut-être que tu vois ce dont je parle, c'est cette connaissance profonde de qui on est. Mais effectivement, ça demande d'être dans cette connaissance. Si on a une vision très duale du monde, si on a une vision peut-être très sombre du monde, si on n'ose pas croire que la nature de l'homme et de la terre et de la vie, c'est la perfection, évidemment qu'on part sur des bases pour moi qui sont instables et qui font partie, oui, des différences de ce monde, jusqu'au jour peut-être où on se dit, bah tiens, j'ai envie, tu parlais de croyance tout à l'heure, j'ai envie de changer de regard sur le monde en fait. J'ai envie de croire que le monde est parfait et que c'est à nous de pouvoir laisser émerger cette perfection dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et puis plutôt d'enlever ces couches d'ignorance, de lourdeur, de tout ce qui nous a alourdi dans notre identité, dans notre gène aussi, j'aime bien ce terme, dans notre gène de je suis gênée pour voir ce qui est naturellement, je suis gênée pour voir la nature parfaite de l'existence. Et c'est vrai que, en tout cas, quand tu pars de cette conception de perfection, oui, comme tu dis, c'est simple de revenir à ce naturel parce que la bienveillance, l'amour, la bonté, la compassion sont des choses qui devraient couler de source et qui coulent de source quand on lâche prise sur tout ce qu'on n'est pas, tout ce qui n'est pas parfait de cette existence, tout ce qui ne fait pas partie du vivant de manière intégrale dans son essence. Et pour moi, c'est pour ça aussi que c'est essentiel ce retour à la conscience. Et je crois que même si toi, tu travailles dans un milieu qui peut paraître extrêmement cadré, l'entreprise aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de cadres, bah, tu distilles finalement aussi cette conscience à travers cette approche-là, même si tu n'utilises pas peut-être ces mots-là, mais tu utilises cette conscience, je crois, qui te guide aussi au travers de ce que tu fais. Absolument. Je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Tu le dis très justement, ça me parle beaucoup quand tu dis on n'ose pas. On n'ose pas reconnaître cette perfection, on n'ose pas vivre cette perfection. Et les retours qui me viennent, alors quand je vais être sur des programmes, par exemple d'une semaine de coaching en entreprise, et que je propose d'interroger nos croyances, cette croyance-là,
voilà, de la beauté de ce qui nous entoure. Moi, c'est vrai que c'est souvent le mot beauté, tu vois, autour de la perfection. Les personnes me disent, mais je vais être tellement déçue. C'est exactement ce que tu dis, c'est j'ose pas parce que je risque de retomber. Mais non, tu es déjà très haut. Après, c'est ton choix. Et c'est là, justement, où sur des personnes qui sont pas forcément sur le même chemin que le mien, parler de neurosciences, ça peut vraiment aider. Je me réfère du coup souvent à ce petit endroit dans notre cerveau qu'on appelle le système activateur régulé, le SAR, qui fait office de filtre et qui va forcément nous faire voir ce qu'on croit. Et juste essaye pour voir, j'ai envie de dire. Donc c'est ce que je leur propose. Y a tout à gagner. Et à t'écouter, je repense vraiment à la phrase de Marianne Williamson sur le fait que notre plus grande peur est celle de briller. Alors moi, je l'entends vraiment. Je pense dans le sens où elle a écrit en fait, c'est vraiment briller de toute notre splendeur, de toute notre beauté, et ce n'est pas briller par exemple sur les autres, c'est soi-même incarner vraiment la perfection qu'on est, parce que ce corps, il est merveilleux, et je reste convaincue qu'on en comprend, mais peut-être un cinquième ou un centième, tu vois. Et ce qu'on en comprend, c'est tellement de la mécanique fine, intelligente. Euh, Vraiment, on, on ne peut que le voir comme ça. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien le challenge d'arriver à convaincre dans d'autres milieux que les miens, mais je t'assure que dans d'autres milieux, les personnes aussi sont très ouvertes. Ouais. C'est quelque chose. Alors, il y a des petits exercices qui nous permettent ça, mais tu vois, quand on part, moi j'adore faire ça. Quand on part sur des petits exercices entre gens qui se connaissent de la même équipe, sur des compliments qui n'ont peut-être jamais osé dire. Et là, on tombe un peu les masques, on va se les dire. Mais en fait, ça ouvre tellement de choses, et les personnes le reconnaissent et puis partent en disant, ben ça, je vais le préserver, parce que tu vois, dans ce que tu dis, reconnaître la beauté, reconnaître cette perfection. Il y a aussi reconnaître l'amour que je porte en moi pour les autres. Finalement, est-ce que c'est pas absurde aujourd'hui, quand on traverse la rue, d'avoir envie quand on se dit, oh, cette femme, elle est tellement élégante, ah là là, mais ce couple, ils ont l'air tellement de s'aimer, et d'être gêné de le dire. Tu parlais de gêne et tu dis, mais c'est fou finalement, parce que ce qui devrait me gêner, c'est ce qui peut me traverser, qui pourrait nuire aux autres. Et du coup, en entreprise, rien que travailler sur ça, de se pousser toujours un peu plus à relever quelque chose qu'on aime bien chez l'autre, à le faire traverser par nous, parce qu'on le ressent. Tout le monde enfin tout le monde. J'aime pas généraliser, mais c'est des choses qui nous traversent. Ben voilà, de s'arrêter un instant sur ça, ça nous réaligne, je trouve, assez rapidement, et tout coïncide bien. Alors, je te cache pas que les premiers temps, quand j'ai été en freelance et que j'ai bien vu que ça marchait beaucoup mieux en entreprise qu'avec les particuliers, pour moi, j'ai fait un petit pas de recul en me disant, mais je choisis de travailler hors de l'entreprise. Je suis dans des milieux où les personnes sont pas forcément dans le métro boulot dodo, et là je me retrouve. Donc c'est vrai que j'ai fait un petit exercice pour vraiment rassembler tout ce en quoi je crois, et me dire, ben c'est la chance que j'ai, c'est que les personnes, je peux représenter pour elles une sorte de pause en fait dans leur journée, dans leur mois, etc. Et ça sera une pause lumineuse. Alors ça peut paraître prétentieux, mais au niveau des idées, hein, tu vois, que voilà, que ça leur permette cette reconnexion. Et vraiment, c'est pas parce que c'est porté par moi, c'est parce que c'est en chacun. Ça marche vraiment. Et c'est à ça que je mesure que on est vraiment dans une période. Alors, je sais pas si j'ai pas fait ça il y a 20 ans, mais là, je vois vraiment l'ouverture des consciences. Ouais, ça c'est magique du coup d'observer même dans des milieux qu'on pourrait penser un petit peu moins accessibles, cette ouverture générale, généralisée en fait, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir en tête une vision d'entreprise ou de l'entreprise qui est un petit peu sclérosée, où les gens sont malheureux, etc., ce qui n'est pas complètement le cas, parce que je sais qu'il y a aussi des entreprises où les gens se sentent bien, où les employés sont extrêmement bien traités et où finalement les gens se sentent extrêmement libres aussi. Heureusement qu'il y en a. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas la majorité aujourd'hui. Comment toi tu vois justement l'évolution de l'entreprise demain? Comment est-ce que tu perçois les choses? Alors,
Quand tu me dis ça, une image me vient à l'esprit. L'année dernière, je suis arrivée dans une entreprise et j'ai commencé à faire mon intervention et il y avait un chien dans l'assistance. Alors, tu sais que j'aime beaucoup les animaux et il était à côté de son maître, hyper attentif. Je me suis dit, tiens, peut-être que c'est un chien d'assistance, tu vois, le réflexe éducatrice. Et puis, bien sûr, j'ai sympathisé avec lui, forcément, avec le chien. Et puis, j'ai parlé avec son maître. Et en fait, dans cette entreprise, bon, pour lui, ça a été très naturel. Il est allé au Brésil. Il a eu un coup de foudre amical avec ce chien qui était dans la rue, en fait. Il l'a ramené et la fusion était tellement forte que quand il est retourné travailler, son chien était triste. Et naturellement, dans cette entreprise, il a suffi qu'ils disent est-ce que je peux venir avec mon chien? Et le chien fait partie des membres de l'entreprise parce qu'après, je les ai observés, on lui tient la porte, on l'appelle par son prénom. Et donc, après, j'ai vu qu'il y avait d'autres chiens. Et ça, pour moi, alors bien sûr, c'est anecdotique, mais pour moi, ça n'est pas tant que ça, parce que c'est aussi cette époque où, par rapport au vivant, il y a quand même beaucoup de choses qui s'ouvrent et je le vois vraiment. Alors, on pourrait se dire, oui, mais toi, justement, dans ton job, tu vas là où on pense à la qualité de vie au travail pour les salariés. Donc, il y a tous ces autres endroits où on n'y pense pas, où on le bafoue. Peut-être, bien sûr, moi je parle que de mes expériences, mais je te cache pas que, en tout cas, parce qu'il y a aussi des entreprises qui peuvent faire appel à mes services parce qu'elles y sont un petit peu poussées, tu vois, et pas forcément sur une conviction. Mais néanmoins, quand je suis face aux personnes salariées, pour le coup, je ressens quand même cette ouverture. Ils sont pas dans les excellentes conditions de la boîte dont je te parle, et alors du coup, à tous les niveaux, tout est en lien. Tu vois, l'environnement est beau. Ce qui est prévu pour elle est beau. Il y a tout qui est facilité. Vraiment, c'est en fait, c'est comme pour la santé tout impacte sur tout. Et les personnes s'y sentent très bien et j'ai la chance de voir ça. Et même quand le cadre est un petit peu, enfin, est beaucoup plus difficile, je sens quand même les personnes prêtes à engager une prise de conscience et à acter certaines choses. Je suis vraiment à chaque fin de conférence ou d'atelier, je suis toujours hyper heureuse de ce que j'ai pu mesurer. Tu vois C'est un concret. avant et un après. Oui, complètement. Ouais. Merci beaucoup Géraldine, c'est génial parce que tu parles aussi beaucoup de beauté et c'est un sujet qui est aussi vraiment très important quand on parle d'intelligence, tu as raison, et l'importance de la beauté. C'est vrai que c'est quelque chose qui me frappe aussi depuis plusieurs années et qui a toujours été, oui, très présent aussi dans mes réflexions de la beauté comme vecteur aussi d'expansion de conscience, d'être dans des environnements beaux qui nous plaisent, d'être au contact de belles choses, de la nature, d'un rythme qui a plus de sens pour nous. Et c'est vrai que aujourd'hui, on peut aussi constater dans le monde que c'est devenu presque optionnel parce que tout est devenu fonctionnel d'abord. Il faut que les choses soient fonctionnelles et pas nécessairement belles ou qui permettent l'imagination, qui permettent. Et on est des êtres d'intelligence pure qui ont besoin d'être nourris par cette beauté qui est partout et qui est nous déjà foncièrement. Si on parle de perfection ou de beauté, c'est vrai que ça peut être très similaire. Et c'est vrai que ça a une importance capitale, je crois. Ah oui, moi c'est vraiment un sujet. Alors justement, qu'il n'y en a pas été un, et je m'en suis aperçue par des retours qui m'ont été faits que c'était très présent en fait chez moi. C'est un regard en fait porté sur tout ce qui nous entoure. Et moi j'ai trouvé de grandes réponses. Alors je sais que ça paraît vraiment très très bateau, peut-être simpliste, mais réellement dans l'observation de la nature et dans sa grande beauté, je trouve tout le temps des réponses à ce que je peux vivre. Alors de manière plus concrète, tu vois, quand je suis sur des coachings où on va aborder peut-être le rapport de la personne à la comparaison, en fait, le fait d'être un végétal, d'occuper pleinement sa place, d'être d'une beauté inouïe par rapport aux couleurs, etc. C'est toujours des leçons.
Et c'est vrai que, comme un peu tout dans cette société actuelle, il y a des amalgames qui sont faits. Et la beauté, en fait, n'est pas l'apanage du luxe. La beauté, elle est, à mes yeux, partout. Et même, elle est un peu comme cette sorte de devoir honorer sa vie, comme un devoir, c'est un droit d'honorer sa vie, mais à mes yeux, c'est aussi un devoir. Elle est tellement magnifique. Ben, en fait, on a ce devoir de vivre dans sa propre beauté, comme toi, comme tu l'as fait, de choisir quel territoire on choisit pour notre famille, pour nous, d'être toujours dans des choix. Alors, il y a des personnes à qui le mot meilleur, ça parle bien. Moi, je sais que le beau me parle. Les plus beaux choix, les plus belles paroles. C'est sûr que c'est vecteur de santé. Comme je disais tout à l'heure, grâce aux neurosciences, maintenant, on sait comment notre nature a été. Alors, non, pas comment notre nature a été faite, mais si tu veux, les hormones qu'on active et qui fonctionnent, par exemple, quand on sourit, on sait qu'elles vont renforcer notre immunité. Donc, on est vraiment fait pour vivre ça. Et ce qui nous préserve, c'est d'être dans ce beau-là. Donc, alors, je sais pas si c'est clair, mais Si, ça me si, parle beaucoup. c'est crystal clear, comme disaient les anglo-saxons. Oui, non, c'est complètement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu vois, on parle d'intelligence de la vie, d'intelligence du corps, et finalement, la beauté prend une place énorme, la perfection, la réflexion sur la perfection et ce qu'elle est, ce qu'elle implique. Parce que c'est des sujets qui vont forcément couler dans tout ce qu'on va vivre au quotidien en tant qu'humanité. Donc, pour moi, c'est aussi extrêmement important de partir de ce point de référence et de conscience et que ça découle dans tout dans notre vie de manière générale, puisque finalement rien n'est séparé de rien. Mais encore faut-il partir de ce point, si on peut parler de point, de ce point de conscience et d'avoir le regard de l'aigle comme à chaque fois qui permet de regarder ce qu'on vit avec discernement, avec accueil, et puis se rappeler qui on est profondément. Donc, je pense que la beauté fait partie intégrante de cette réflexion. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important à ajouter sur ce thème que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Alors, en t'entendant, tu m'as fait penser par rapport à ce point-là, ma vision, mais qui parle de mes croyances, hein, c'est que c'est vraiment un point interne. Et quand on parle de beauté, par exemple, par rapport à la beauté de nos corps, l'intelligence de Ouais, nos corps, en sachant que moi, j'ai pour postulat de base, ça paraît évident, mais je l'ai pas dit, qu'on ne forme qu'un. Il y a vraiment, alors, il faut bien nommer le corps, mais en même temps, il n'est pas séparable du reste. C'est vraiment en interne que cette beauté se joue. Concrètement, moi, en tant que sophrologue, je travaille beaucoup sur la verticalité. Et la verticalité peut se travailler avec une personne qui va être en fauteuil roulant ou qui aurait un corps qui est complètement asymétrique. C'est une dynamique interne. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais préciser. Et c'est cette dynamique interne qui est belle et qui nous porte. Vraiment, cette question de verticalité, pour moi, elle m'a beaucoup aidée et elle est vraiment très importante. Je te donne un exemple qui m'avait frappée quand j'étais jeune éducatrice. J'ai travaillé dans un centre pour personnes, pour enfants déficients visuels. Et en fait, j'y ai appris que quand des coureurs n'ont jamais vu de leur vie et donc ils font leurs courses, naturellement, quand ils arrivent, ils vont faire ce geste. La ouais. joie, ils auront l'indicateur qu'ils Les ont bras franchi la vers ligne le haut. d'arrivée. Voilà. Ouais. Et c'est ce geste. Et maintenant, Ouais, alors c'est génial. On vit une époque où dans le développement personnel, on sait très bien que c'est une posture de pouvoir, que si ouais, tu tiens ce geste, voilà, plusieurs minutes, tu vas augmenter de la testostérone, donc de la confiance en toi. ouais. Et ça, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment à chaque fois des confirmations qu'on est fait pour être debout, on est fait pour être dans la joie, dans la victoire, dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui est beau pour nous. Et voilà, je voulais juste un peu Hmm, parler de ça pour ouais. dire qu'on n'est pas dans quelque chose. euh, alors, je sais que ton audience en est complètement consciente. C'est pas la beauté de l'esthétique pure symétrie. Enfin, on n'est pas dans ça, c'est la beauté à mes yeux de ce qui est vivant, et ce qui est vivant est droit, ce qui est vivant est aligné et juste. Enfin, les mots se rejoignent à peu Ouais, près ouais, totalement. tous. Ouais, c'est un beau partage. Et puis tu parlais de verticalité, même en accompagnant des personnes qui ont des handicaps, c'est une verticalité qui transcende le corps finalement, Oui, le corps physique, qui est une verticalité euh, oui, de tout ce que tu cites, de la joie, de la vie, du vivant, qui finalement est comme
nous pousse vers le haut, nous tire vers le haut, grandit à travers nous. Il peut y avoir tout un tas de symboliques derrière. Et finalement, cette verticalité dont tu parles, c'est aussi ce rapport au divin qu'on peut avoir, qui est cette union de Dieu et de l'homme, de cet homme qui s'élève et qui comprend sa nature divine en allant vers le haut, vers le ciel symboliquement. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très puissant, je trouve, dans cet outil que tu utilises et cette vision ou cette vision de l'humain que tu rappelles aux gens avec qui tu travailles. Je pense que c'est effectivement, au-delà d'être très symbolique, c'est très puissant. Complètement, c'est vraiment le mot. Il y a une puissance derrière tout ça. En t'entendant, ça me fait aussi penser, parce que là, on a vraiment parlé de ce qui est, de ce qui nous porte, la joie, en fait, de ce pourquoi on est créé finalement, puisque notre préservation est basée sur ça. Je voulais aussi préciser que il y a d'autres choses qui nous traversent, qui sont complètement humaines, et on en parlait tout à l'heure, juste avant de démarrer l'enregistrement. L'accueil de tout type d'émotions. D'ailleurs, beaucoup de sophrologues te diront que c'est pas des émotions bonnes ou mauvaises, ça sera toujours celles qui sont confortables ou non confortables, mais elles ont tout un message. Je voulais le préciser parce qu'il s'agit pas, comme je l'ai entendu pendant tellement longtemps dans ma vie, de devenir un bisounours, parce que en vrai, euh, ça aussi c'est parfait. Il y a toujours un signal, enfin l'émotion est un signal et du coup le message qu'elle porte est dans mon intérêt. Et même quelque part, alors c'est important d'en parler, même si le sujet n'est pas joyeux, mais même quelque part un burn-out, c'est une sacrée bonne nouvelle parce que ton corps t'arrête dans la direction que tu prenais, et la direction que tu prenais, c'était son extinction en fait. C'était une forme de mort, et ton corps t'a arrêté pour te protéger. Et donc l'intelligence, elle a lieu vraiment à tous les moments. Et c'est vrai que moi, j'aime aussi vraiment avoir en tête la question de la rétroaction par rapport à la santé. C'est-à-dire que, ben, en fait, quand je suis heureuse, je souris. Et maintenant, on sait que quand je souris pendant 2-3 minutes, je libère des hormones qui me font du bien. Et alors, en formation, il y a quelques années, j'ai eu des femmes qui étaient plus âgées que moi, qui m'ont dit, mais c'est fou parce que moi, en France, il y a très longtemps, quand j'étais enceinte de mes enfants, les sages-femmes m'ont appris qu'au moment de l'accouchement, de la délivrance, ben, il fallait que je souris. Ouais, ouais, Et à l'époque, on ne pouvait pas mesurer pourquoi on leur disait ça. Et pourtant, maintenant, on le sait. Et ouais. donc, il- voilà, j'espère que j'arrive à être claire. C'est à la fois accueillir tous ces signaux merveilleux qui vont dans notre sens. La tristesse, elle nous dit qu'on est prêt pour autre chose. Elle va dans notre sens. Alors, je dis pas se réjouir d'être triste, mais voilà, moi, c'est vraiment ce geste que je fais de manière interne quand c'est un petit peu inconfortable, voire beaucoup pour moi. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui dit, ben, OK, voilà, c'est OK, c'est une phrase qui m'aide. Traverse-moi. Et puis maintenant, c'est prouvé qu'avec cette posture d'ouverture, celles qui sont inconfortables ne font que nous traverser. Ouais. Donc voilà, il s'agit pas, même si on est fait pour être dans la joie, ça serait vraiment tellement dommage d'être dur envers soi-même en se disant, ça, j'y arrive pas, je suis pas tous les jours dans la joie. C'est ton état naturel, mais en même temps, on est tellement conditionné d'autres choses. Tu le disais tout à l'heure, il y a des couches à enlever. Le savoir, c'est bien quand ça nous fait du bien. Et quand du coup, ben, comme des enfants, quand on a envie de danser, de chanter, de faire des compliments, le fait d'oser. Après, pour le reste, toutes les autres gammes d'émotions sont nécessaires. Et voilà, être vivant, c'est vraiment s'accorder aussi à cette présence-là. Euh, je pense que ça serait vraiment le... Il y a tout qui est lié, mais encore une fois, cette décision de se dire, je reste présente à ce qui est, ben, je pense vraiment que ça peut beaucoup, beaucoup nous aider. Ouais, c'est un superbe rappel. Merci beaucoup pour ces partages, Géraldine. Et oui, ça me fait aussi vibrer quand tu parles de tout ça, de cet accueil des émotions, de se laisser traverser, qui est extrêmement important, qui sont faites pour bouger naturellement, de ne pas chercher à vivre que ce qui est agréable, parce que la vie ne sera jamais que agréable. Mais par contre, quand on a suffisamment de discernement, on peut accepter que les choses vont et viennent et que tout passe, tout simplement, et que tout a un message. Et j'aime beaucoup le fait que tu l'as rappelé, que la tristesse, c'est symbolique de je suis prête ou prêt pour aller à un autre, aller vers une autre expérience.
Et c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est censé nous arrêter, nous figer. C'est censé juste marquer un temps et puis nous permettre d'aller transcender quelque chose d'autre. Et de se rapprocher de tout ça. Je voulais terminer, tout à l'heure tu parlais de la nature et tu disais c'est peut-être un petit peu simpliste de dire que la nature a été un maître pour toi, mais finalement heureux les simples d'esprit et j'ai vraiment à cœur ce passage de la Bible et qu'on peut retrouver maintenant de manière très très humaine, hein. On a cette phrase qui peut revenir à plein de moments dans notre vie et c'est vrai que ça nous remet ça nous remet les pendules à l'heure et on se dit finalement oui, je peux trouver beaucoup plus de simplicité dans ce que je suis en train de vivre, de ressentir, d'accueillir et c'est un choix. C'est un choix de voir cette simplicité. Absolument. On ne pouvait pas mieux finir. Je suis convaincue qu'on a le choix. Euh, et d'ailleurs, si c'est irritant d'entendre cette phrase, on a le choix, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des petites choses peut-être à les faire sauter. Et oui, avec ce choix-là, en présence, se laisser traverser par la vie. Dans, voilà, j'allais dire dans ce qu'elle a de plus beau et d'intelligent, mais elle l'est ça. Donc c'est juste de la laisser nous traverser en restant celui qui choisit, qui est debout en fait, quelle Debout. que Ouais. soit la posture Vertical et debout. Ouais. interne, oui, complètement. Ouais. Merci infiniment pour tes partages, pour cette ouverture de conscience vers d'autres choses. Je suis sûre que ce qu'on aura échangé aujourd'hui aura forcément créé des petits déclics chez les uns, chez les autres, peut-être une autre conscience, une envie de faire autrement, un rappel. Tout ça est là pour nous. On a toujours moyen de voir exactement ce qu'on a besoin de voir, d'entendre ce qu'on a besoin d'entendre, toujours au bon moment. Donc, je suis sûre que ce sera parfait pour toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Et pour te retrouver, Géraldine, toi, tu es plutôt sur Internet. On peut trouver en tapant ton nom, Géraldine Breton, ce que tu fais. Comment est-ce que les gens te contactent? Alors, on me contacte soit par LinkedIn, soit par Instagram. Ok. Le plus souvent, les entreprises, ça va être par LinkedIn, les particuliers par Mm. Instagram, mais ça aussi, finalement, ça bouge et l'un n'empêche pas l'autre. Donc, c'est voilà les deux endroits. Un grand merci à toi, Armel, parce que ces sujets me tiennent beaucoup à cœur et c'était magnifique pour moi que tu sois mon interlocutrice pour ces sujets-là. Merci Mm. beaucoup. Super, avec grand plaisir. Et je pense que ça tombe à pic vraiment dans cette réflexion sociale, entrepreneuriale, de ce grand bouleversement sociétal qu'on est en train de vivre. Et je me rends compte à quel point des personnes comme toi et d'autres sont vraiment implantées dans tous les milieux pour pouvoir faire bouger les choses. Et en fait, c'est magique de voir ça. Merci beaucoup. Et je pense que en- ces personnes-là sont bien plus nombreuses que ce qu'on imagine. Oui, oui, je suis assez convaincue aussi. Merci pour ton expérience, tes partages, et puis à très bientôt, Géraldine. De toute façon, on est en lien, mais merci d'avoir pris le temps de parler de tout ça. Encore un grand merci à toi, Armel. C'était une grande joie. À bientôt. À très bientôt.